nous enchaînons avec le volet juridique de notre matinée Cloud Week 2022, avec une table ronde autour de DMA DSA. Alors, on va vous expliquer ce que c'est, hein, je vous rassure, qui touche à la régulation européenne. Le thème, c'est: la régulation va-t-elle tuer ou développer l'écosystème européen? Donc, on aura des avis partagés, j'espère, et on va voir ce que ça va donner. Nos trois témoins sont à ma droite. Alban Schmutz, on vous connaît pour avoir été longtemps le responsable des affaires publiques d'OVH, hein, vous allez nous évoquer un petit peu le sujet donc de la régulation européenne. Je rappelle que après Mines, Sciences Po, vous avez évolué dans diverses structures, donc en particulier chez OVH Cloud. Vous êtes également fondateur et chairman du CISP, le Cloud Infrastructure Service Provider in Europe. Je ne suis plus chairman. Mince, il n'est plus, on n'est Mais plus à jour. effectivement, fondateur, effectivement. Mais voilà, vous avez pas mal œuvré sur Gaia X. Tout à fait. Et vous êtes le cofondateur du CNCDCP. Ici, à ma gauche, nous avons Laurent Godefroy. Vous êtes associé au bureau de Bruxelles du cabinet Gide. Vous êt admis au barreau de Bruxelles et de Paris. Vous avez donc plus de 15 ans d'expérience dans ces sujets. Et vous êtes spécialiste du suivi de la réglementation communautaire et des questions d'interprétation, hein, ce qui sont des domaines bien pointus. On va l'évoquer. Et vous êtes surtout un expert reconnu dans le droit communautaire et français de la concurrence. Et enfin, à votre droite, Nicolas Samarc. Vous être président de l'Hexagone et vous êtes administrateur de l'AFDCP, qui est l'association française. Je vais essayer. AFDCP, c'est bon. L'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, ce qu'on appelle les DPO. Tout à fait. Voilà. Ce sera plus simple. Tout à fait. Ce sera plus simple. Et vous êtes un juriste sur conformité informatique et liberté et RGPD. Que des gros profils qui nous accompagnent pour cette table ronde. Alors, commençons donc ce DMA-DSA, ce qu'on appelle le Digital Market Act et le Digital Service Act. Commençons par définir un petit peu le périmètre. De quoi s'agit-il? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut prendre une vue un peu plus macro et se rappeler que ces nouveaux règlements s'inscrivent dans le programme 2019-2024 de la Commission européenne, dans sa stratégie numérique, qui est de faire de l'Union européenne le marché de la donnée et d'être un exemple pour le monde entier. Alors ce DMA et ce DSA s'inscrivent dans une série de nouveaux règlements où on a également le Digital Act et le DGA sur la gouvernance de la donnée, mais également celui dont on parle un peu plus d'un point de vue médiatique, qui est celui sur l'IA, l'intelligence artificielle. Alors le DSA, pour revenir sur les deux règlements qui nous intéressent aujourd'hui, le DSA en fait est une révision d'une partie de la directive 2000 sur le commerce électronique, qui a régulé en fait la responsabilité des hébergeurs et des premières plateformes du numérique. Tandis que le DMA, sur la place de marché, est là pour réguler ce qu'on appelle les gatekeepers, qui sont, on pourrait résumer cela comme étant les GAFAM étendus à une trentaine de sociétés qui ont une position dominante sur le marché européen. Mais je vais laisser la parole à Laurent, qui est plus spécialiste du droit de la concurrence. Merci effectivement. Donc, ma spécialité, c'est plutôt le DMA. Pour quelle raison? Parce que les institutions européennes, fortes de leur nombreuse jurisprudence d'abus de position dominante contre les GAFAM, ont considéré que, eu égard à l'importance stratégique de ce domaine pour l'Europe, il était important de les réguler et de leur imposer un certain type de comportement pour éviter qu'ils ne continuent ces abus de manière perpétuelle, parce que ça leur donne des avantages extraordinaires par rapport à leurs concurrents qui, dès lors, ne peuvent pas, je dirais, exprimer toute leur force de manière effective. Voilà l'objectif de ce règlement DMA. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais pour résumer, DMA cible les GAFAM ou plus généralement les acteurs du cloud. Et puis DSA, on est sur tout ce qui est pratique illégale, c'est-à-dire en particulier tout ce qui est contenu et produits illicites. Hein, je crois que c'est pour résumer rapidement. Alban, d'un point de vue entreprise,
entre autres sur les acteurs du cloud, et puis on va parler de GaiaX, sur lequel tu es largement impliqué, sont tous soumis à un certain nombre de régulations. DMA, DSA, ça va s'appliquer également sur les acteurs du cloud. Il faut y être sensible aujourd'hui? En fait, ce qu'il faut... Alors, le DSA va s'appliquer à tous les acteurs du marché. Le DMA s'adresse aux gatekeepers, donc il y a des effets de seuil. Et donc, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais la plupart des acteurs européens ne rentrent pas dans ces seuils. Donc, ce qui est d'ailleurs l'un des fonds du problème sur le marché. Juste que je voulais reprendre un peu de recul sur la question, pour revenir à la question un peu de la table ronde sur l'impact de la régulation sur l'écosystème européen. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, aujourd'hui, l'écosystème, notamment américain, est extrêmement dominant sur le marché du cloud et sur le marché numérique en général. Et donc la question de la régulation est très intéressante pour rééquilibrer ce sujet-là. Et donc la position de la Commission européenne, c'est de dire le marché européen peut ou doit être ouvert, mais en appliquant une régulation qui soit européenne sur un certain nombre de sujets, effectivement sur la gestion des contenus illicites, sur les sujets de concurrence, qui sont fondamentaux pour rééquilibrer les pouvoirs des marchés, mais aussi sur la protection des données personnelles et un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui, c'est une question de rééquilibrage, et la question c'est quel est le corpus juridique qu'on veut appliquer aux acteurs qui opèrent en Europe, pas que aux acteurs européens, et comment on peut avoir un effet de levier pour rééquilibrer finalement à la fois les aspects finalement juridiques, les obligations qui s'appliquent à tout le monde, mais aussi les effets de marché, et comment on rééquilibre le marché et l'accès au marché sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est ça le fond de la discussion de la régulation aujourd'hui au niveau européen sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués, et il y en a quelques autres que j'ai oubliés. Donc on va traiter les deux séparément, hein. On va commencer par le DMA, et puis on a un expert en plus sur le sujet qui nous accompagne. Donc merci Laurent d'être avec nous. Vous l'avez exprimé clairement, il s'agit d'apporter un peu plus de contrôle sur les GAFAM. Mais comment ça fonctionne? Parce qu'on a du mal, on sait qu'il y a un texte, mais on ne sait pas ce qui se passe. Comment ça fonctionne? Alors en réalité, ce texte impose aux gatekeepers qu'Alban a évoqués un certain nombre d'obligations que ces gatekeepers vont devoir respecter. Ce sont principalement des obligations qu'on appelle de comportement. J'en cite quelques-unes. Classer leurs propres produits ou services de manière plus favorable que ceux des concurrents, ça devient interdit. Préinstaller certaines applications ou certains logiciels ou empêcher les utilisateurs de les désinstaller, ça devient interdit. Et une dernière, imposer que les logiciels les plus importants soient installés par défaut, ça devient interdit. Voilà une liste un peu à la Prévert des obligations que ces opérateurs vont devoir respecter. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont les respecter ou est-ce qu'ils vont attendre que le régulateur, en l'espèce la Commission, vienne ouvrir des enquêtes pour vérifier si ces obligations ont été respectées. Mon sentiment, c'est que compte tenu de l'importance stratégique et financière de ces interdictions pour les GAFAM, il va y nécessairement avoir des procédures juridiques pour qualifier, je dirais, ces interdictions et voir où le curseur doit être placé. Je pense que chaque année de procédure qui est gagnée par les GAFAM dans des procédures juridiques leur procure malheureusement encore un avantage inestimable. Donc ce texte a le mérite d'exister, il a le mérite de réguler ex ante. Malheureusement, je pense que ses effets, en tout cas pour les interdictions clés, ne vont pas se faire sentir avant que la Cour ait pu se prononcer sur le périmètre de ces interdictions. Malgré tout, comme vous savez, l'humain étant ce qu'il est, généralement, il faut la carotte et le bâton. Il y a un bâton? Il y a plusieurs bâtons, effectivement. Il y a un bâton de sanctions administratives qui peut aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée en cas de non-respect. Il y a, en cas de récidive, la possibilité d'imposer des engagements structurels, donc de désinvestissement. Il y a aussi, je dirais, l'interdiction de procéder à des acquisitions. Donc, il y a des bâtons très importants, mais encore une fois, on l'a vu dans les dossiers contre Google à Bruxelles, l'entreprise prend souvent la décision de payer l'amende et de négocier un engagement en sa faveur
plutôt que de respecter la loi immédiatement. Pour quelle raison? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant toutes ces années que dure la procédure, des concurrents souffrent, des concurrents disparaissent, et le GAFAM redevient ou aggrave sa situation proéminente sur le marché. C'est une attitude très américaine aussi. C'est une attitude américaine ou pas, je l'ignore, mais en tout cas, c'est vrai que les GAFAM se sont caractérisés par ce type de comportement ces 5 dernières années. Oui. Laurent, pardon, Nicolas, on va évoquer aussi le DSA maintenant, puisqu'on a le DMA, oui. Alors peut-être compléter, oui. Oui, compléter la partie RGPD du DMA, voilà. où ces gatekeepers, en fait, dans les 6 mois de leur désignation auprès de la Commission européenne, ont l'obligation de transmettre une description auditée, donc auditée par un tiers de confiance, de leur technique de profilage des consommateurs qui utilisent leurs services. Alors les techniques de profilage, on pense tout de suite à la publicité ciblée, mais c'est le profilage au sens RGPD du terme, donc il est défini dans l'article 4 du règlement général pour la protection des données à caractère personnel. Le profilage, c'est tout traitement automatisé de données à caractère personnel qui va, sur les aspects personnels d'une personne physique, qui va permettre d'analyser, mais également de prédire son comportement, son rendement au travail, son état de santé, sa fiabilité. Et puis on peut penser aussi à certains GAFAM, également prédire, analyser la localisation et les déplacements d'une personne. Donc ça, je pense que c'est une avancée très forte de ce texte en matière de protection de la vie privée, mais de manière plus large des données à caractère personnel. Et également une interdiction de faire de la publicité ciblée auprès de ces consommateurs sans obtenir préalablement leur consentement. Donc là, on est aussi sur un renforcement du droit commun en matière de protection des données à caractère personnel en Europe qui s'applique spécifiquement à ces grands acteurs de l'Internet. On voit le périmètre est très large, finalement. Tout à fait. Revenons sur le DSA, donc. Alors, sur le DSA, allons-y. Donc le DSA, comme je vous le disais précédemment, c'est une partie de la révision de la directive commerce électronique de 2000 sur les aspects de lutte contre les contenus illicites et illégaux. Dans les mesures sur la partie protection des données à caractère personnel, on va retrouver deux dispositions fortes. La première qui est l'interdiction de cibler les mineurs en publicité. Et l'autre, qui est, je veux dire, plus classique, mais qui renforce cette interdiction de manière harmonisée, puisqu'on prend l'instrument du règlement et non pas de la directive, qui permet une harmonisation et de ce fait-là un ajustement au niveau des États membres, qui est le fait d'interdire toute publicité ciblée basée sur les données sensibles que sont les convictions politiques, l'état de santé de la personne, mais également sa religion et ses préférences sexuelles. Tout à fait. Donc un certain nombre de... On voit le lien avec le DPO, le responsable des données personnelles, etc., au sein de l'entreprise, où toutes les entreprises sont concernées finalement. Tout à fait. Et là encore, un renforcement sur les gatekeepers, puisque 2 obligations supplémentaires leur pèsent. Une qui est une analyse de diminution des risques annuels à soumettre à la Commission européenne. Et pour les sociétés du type Airbnb ou d'intermédiation, qui est de tracer les vendeurs de produits ou services illicites. Et paradoxalement, ces 2 dispositifs vont faire que ces grands acteurs de l'Internet vont avoir une obligation légale de mettre en œuvre et de gérer des traitements à grande échelle sensibles, puisqu'on va être sur des blacklists qui concernent plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels, puisque c'est un des critères de qualification des gatekeepers. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a posé le cadre. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. La question qui est posée au niveau de cette table ronde, la régulation va-t-elle tuer ou développer l'écosystème européen? Alban, est-ce qu'on a un premier élément de réponse là? Parce que finalement, ce qui est ambigu, c'est que d'un côté, on a une régulation qui va imposer des critères et des comportements, mais dans le même temps, cette régulation elle permet aussi de protéger les individus, de protéger nos identités, etc. Donc finalement, on est entre les deux. Je vais essayer de faire une réponse courte. Je pense fondamentalement que c'est un moyen de développer l'écosystème européen. Je vais expliquer un peu pourquoi. C'est le premier élément qui est en dehors des obligations,
mais qui est structurellement pour l'ensemble des acteurs européens, c'est l'harmonisation. Parce que le commissaire Breton l'a rappelé récemment, le marché européen, c'est 1,5 fois le marché américain, mais c'est un marché qui est morcelé, et notamment sur les services numériques. Donc le fait de l'harmoniser rend effectivement l'accès au marché plus facile pour les acteurs, pour l'ensemble des acteurs, mais notamment des acteurs européens. Et donc ça, c'est un élément essentiel. Si on veut avoir des acteurs de grande taille qui émergent en Europe, ou qui se développent en Europe, on a besoin de ça. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est que pour rééquilibrer la balance, ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où la loi du marché telle qu'elle fonctionne ne fonctionne pas, la régulation est un moyen de la rééquilibrer. Et donc, de faire peser des obligations supplémentaires à des organisations qui sont en situation de position dominante, qui certaines fois en abusent. Il y a un certain nombre de plaintes qui ont été rendues publiques dans les 24 derniers mois contre certains d'entre eux. Donc, il n'y a pas eu de jugement encore, hein, mais il y a des plaintes qui ont été déposées sur ces sujets-là. Le sujet de la régulation, c'est de permettre de remettre, j'allais dire, l'église au milieu du village et de réorganiser ça. Donc ça, c'est des facteurs favorables qui sont nécessaires, pas suffisants, mais nécessaires pour que l'écosystème européen se développe ou se développe plus vite. Après, il y a des obligations supplémentaires, mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que l'écosystème du numérique, aujourd'hui, il est partout. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont digitales. Toutes les entreprises sont des plateformes, et celles qui ne sont pas vont probablement disparaître. Donc ces obligations ne s'appliquent pas uniquement à des startups, mais s'appliquent aussi à l'ensemble de l'écosystème industriel et de services qui est en Europe. Donc c'est colossal. Et donc de ce point de vue-là, on est sur des facteurs qui sont là pour avoir une vision européenne, des valeurs européennes qui soient apportées sur le marché par tous les acteurs, et un rééquilibrage qui soit fait au profit j'allais dire, des acteurs plus petits, donc malheureusement des acteurs européens sur un certain nombre de segments. Yves, si vous le permettez, je vais peut-être sûr. compléter ce qu'a dit Alban sur effectivement l'impact de cette régulation par rapport à l'écosystème. Pour moi, il y a 4 éléments qu'on peut ajouter par rapport à ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier élément, c'est de savoir si les gatekeepers vont respecter ou non rapidement des interdictions qui peuvent effectivement changer la donne si elles sont respectées. Donc ça, c'est en ce qui me concerne le question mark avec les nuances que j'ai apportées tout à l'heure. La deuxième, c'est que la régulation ex ante, c'est très bien pour les raisons évoquées, mais il ne faut pas oublier quand même que si on veut développer l'écosystème européen, il faut aussi régler la problématique des levées de fonds. Et là, quand vous comparez la situation aux États-Unis et la situation en Europe, les États-Unis sont encore malheureusement dans une situation extrêmement favorable de ce point de vue, et le nombre de GAFAM ou gatekeepers est très largement en faveur des États-Unis. Donc là, le DMA, c'est bien, mais il faut aussi travailler à la source, ce sont les levées de fonds. Et le R&D, les investissements de R&D, quand on compare encore les investissements de recherche et développement en Europe par rapport aux États-Unis, on a des sommes considérablement supérieures aux États-Unis, et le R&D, dans nos secteurs, c'est la clé. Troisième élément de considération, le DMA n'empêche pas la poursuite de l'application des règles de concurrence a posteriori, les abus de position dominante. Comme Alban l'a indiqué, vous l'avez sûrement vu, on a introduit une plainte contre Microsoft à Bruxelles pour exploitation abusive de ces softwares de productivity. Il en tire un avantage sur le cloud. Microsoft a reconnu publiquement aujourd'hui que cette plainte était en partie fondée et qu'il y avait donc des problèmes et qu'ils allaient tenter d'apporter des solutions par rapport à ça, ce qui est assez exceptionnel. Aujourd'hui, les solutions sont insuffisantes, mais il faut effectivement y travailler. Et un dernier point de ma réponse, il y a la régulation européenne, mais on voit les US, on voit le Royaume-Uni, on voit la Corée du Sud, on voit la Chine aujourd'hui régulée aussi. Donc il va y avoir un effet non seulement européen, mais je pense un effet mondial. Voilà. C'est-à-dire le DMA, DSA va faire des petits. Exactement. Exactement. Nicolas, je vous propose la conclusion, mais sous une autre forme. Vous représentez donc les métiers donc, de la protection de la donnée à caractère personnel, hein, les DPO en particulier. Ce sont eux qui vont porter ces projets au sein de l'entreprise ? Alors, en partie, puisque
dans les entreprises qui vont être concernées par ces deux nouveaux règlements. Mais comme je vous disais, tout l'écosystème de règlements liés à cette stratégie numérique de la Commission européenne, eh bien, et surtout, je pense, au règlement sur le DGA, sur la gouvernance de la data, qui oblige une ouverture. Donc, on est sur une expansion de l'open data. Également sur l'obligation d'interopérabilité entre ces grandes plateformes. Également l'intelligence artificielle. Et on le revoit également dans ces textes, hein, l'obligation de transparence, où à travers cette obligation de transparence, on retrouve en fait une disposition du RGPD en matière de décision automatisée, ce qu'on appelle les algorithmes ou l'IA aujourd'hui. C'est un principe fondamental d'expliquer, donc d'être transparent, d'informer les consommateurs que telle publicité vous est soumise parce que derrière, il y a un algorithme sur tel ou tel critère et d'avoir la possibilité d'avoir des recherches sans l'algorithme lié à son profil. Donc voilà, effectivement, ces deux règlements, mais encore une fois, avec tout l'écosystème que la Commission européenne est en train de construire, le DPO sera l'une des pièces maîtresses avec le RSSI, mais également, bien entendu, le marketing. Tout à fait. Et toute l'entreprise est concernée. Ouais. Merci, messieurs. Merci. Nous terminons la dernière table ronde donc, de cette matinée. J'invite toutes les personnes qui nous regardent à continuer de nous suivre puisque nous allons enchaîner donc, le 29 septembre et sur la 3e journée de la Cloud Week Paris pour un cloud responsable avec également des ateliers qui concernent Thales et Infloclip que l'on verra dans l'après-midi. Merci à vous. Merci. Et puis sans doute au plaisir de vous retrouver l'année prochaine également. Et merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci.